La révolution schoenbergienne est bien connue, qui entérine autour des années 1910 l'émancipation de la dissonance, rendant inopérante la classique distinction entre dissonance et consonance. Irrévocable, irréversible, cette rupture, introduite non sans crainte et comme une décision souveraine, davantage que comme la transition d'un droit ancien en un droit nouveau, instaurait, selon le musicologue Karl Dahlhaus, un état d'exception, d'une portée alors imprévisible, en laquelle l'art savant vit désormais et dont nous mesurons la permanence. La technique, la méthode, sinon le langage dodécaphonique, auquel les 5 pièces pour piano plus 23, donc en 1920-1923 de Schoenberg, ouvrirent peu après la voix, doivent moins aux exigences de l'histoire qu'à une autorité singulière qui peina à les justifier, sauf à travers ces exégètes dont la conception téléologique de l'histoire cheminait d'acquisition en acquisition. Par cette dernière seulement, et peu éloquemment, se donne la critique du système tonal, en tant qu'il aurait atteint son terme avec les malmenages de Wagner, et en tant qu'il serait peu fait pour le contrepoint auquel les Viennois auraient su restituer l'importance. L'abolition aussi de la séculaire distinction entre partie principale et accompagnement, ainsi que le brouillage du sens traditionnel du thème et de la variation, les implications mélodiques, contrapuntiques, harmoniques de la série, dans l'indistinction d'un espace horizontal, vertical et diagonal, l'économie webernienne, enfin, de moyens d'une œuvre reconduite à l'un de la série. Mais les ordres dodécaphoniques, original, rétrogradation, inversion, rétrogradation de l'inversion, comme vous le savez, ainsi que leur transposition, et plus encore la variation développante, qui en subsume les fondements, ne sauraient cacher le maintien de quantité de conventions musicales. On se souvient dans ce contexte de la raillerie de Hans Eisler sur Schoenberg, son professeur. C'est un vrai conservateur, il s'est même créé une révolution pour pouvoir être réactionnaire. La justification par Schoenberg du thème dodécaphonique des variations pour orchestre opus 31, 1926-1928, au moyen d'une harmonie de circonstances tonale, en rend évidente à l'oreille les modèles wagnériens et brahmsiens dans le phrasé, la division cellulaire et le rythme, pour ne rien dire des autres dimensions du discours musical. Dès lors, l'erreur, la faute, selon certains, de Schoenberg et de Berg, réintroduisant des accords parfaits, fussent-ils partiellement ou non dédouanés de la grammaire tonale, ne devait rien au hasard. Un autre XXe siècle et un XXIe siècle naissant se dessinent, qui est l'enjeu de cette communication, et qui ne tiennent en rien ni de la perpétuation de la consonance, ni de l'inventivité rythmique dont Bartók, Stravinsky ou Messiaen furent les maîtres. Un XXe siècle et un XXIe siècle qui entend non composer avec des sons, mais composer le son, et de fait tenter de lui donner forme. Composer le son, c'est originellement considérer que ce n'est pas la grammaire, la fugue, l'harmonie, le contrepoint, le dodécaphonisme, le sérialisme, les séries proliférantes ou les multiplications d'accords, qui fait d'abord la musique, mais le son, en soi. Comment d'épurer les sons en lesquels l'histoire de la musique a patiemment déposé son limon. La voix, par exemple, dont n'ont cessé de se développer la puissance, l'ambitus et la pureté de l'émission, au point d'atteindre les genres du bel canto ou du drame wagnérien ou straussien. Ou encore, à un niveau plus global, l'orchestre, qui tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, chez Mahler, Strauss ou Schoenberg, atteint une perfection philharmonique d'une science sans égale. À la première question, avançons cette réponse. Par la consonne, au détriment de la voyelle à laquelle les vocalistes de l'opéra romantique avaient cédé, du Casta diva de Bellini à la chevauchée des Valkyries. Un recentrement sur la consonne auquel Schoenberg, par sa pratique du Sprechgesang, ne fut pas étranger. À la seconde question, cette autre réponse avoisinante, par le bruit. Et s'il est un instrumentarium qui incarne ce bruit, ce sont les percussions, que magnifie le premier Darius Milhaud, le nez de Shostakovich ou Ionisation de Varèse, dont on rappellera que la Havane accueillit la création en 1933, peu après la création new-yorkaise. Erratique et marginal, abolissant la distinction entre son et bruit, dissolvant la mélodie et l'harmonie établie, condamnés par eux à n'être plus qu'anecdotes, cet art est d'éruption, de paroxysme, de convulsion. Staline ne s'y est pas trompé. L'esthétique soviétique condamna pareillement et sur les mêmes bases, d'une part la tonalité, le dodécaphonisme et le sérialisme, et d'autre part les déviations naturalistes résultant d'un goût pour le rythme, les fraises de dentiste, disait-il, ou les hurlements d'abattoir de ses percussions.
Pour donner corps à cette révolution du bruit, il convenait de mesurer les limites des instruments traditionnels et de s'extraire d'un contexte historique, social, intellectuel et moral, marqué par les nationalismes et qui succombera bientôt aux sombres attraits du Blut und Boden. Il convenait surtout d'affirmer les valeurs modernes, alors subversives, récusant les ultimes soubresauts du romantisme. Ces valeurs sont celles que l'Europe, encore rurale, ne pouvait accepter et avec lesquelles nous vivons désormais. La mégalopole, le cosmopolitisme, l'industrialisation, la démocratie de masse. Ou en une formule dont Varèse-Goguenard avait le secret, je préfère la ville à la campagne et ses insectes et ma salle de bain au ruisseau de la pastorale. En de rares œuvres d'une saisissante ténacité et dont l'ensemble dure moins que celle de Webern, dont on lui a pourtant la brièveté, Varèse révolutionne la musique, traversée de percussions, voire tardivement dans des airs, 1950-1954, d'interpolations électroniques, puissants mouvements de plans, de blocs et de volumes. Ou comme l'écrivait Pierre Boulez en 1963, vous avez la sauvagerie de l'isolé, la rareté d'un diamant qui n'est pas encore serti, le calcul obstiné de la patience. La percussion acquiert ici une fonction de transitoire d'attaque ou d'extinction, d'écho consonantique ou de pulsation dans le spectre d'un accord quand elle n'est pas autonome, bruit, cet aspect parmi d'autres de l'univers sonore, au même titre que les sons purs des instruments dits tempérés. Varèse, parmi les premiers, analysa les événements du phénomène sonore, transitoire donc, sons de combinaison additionnels et différentiels, formants, bruits résiduels, battements internes, variations d'amplitude, infrasons et ultrasons, dont il pensait que l'oreille apprendrait à les percevoir. De tels événements irriguent non seulement les percussions et les interpolations électroniques, mais aussi plus globalement la construction d'accords et d'agglomérats sonores souvent contraires au principe de l'euphonie. Non pas des accords où les intervalles se resserrent du grave à l'aigu, comme l'enseignent les traités et nombre de partitions du XXe siècle, école de Vienne comprise, mais des combinaisons verticales construites en miroir autour d'un axe central ou attribuant au registre grave des intervalles serrés, conjoints, et une distribution inversement disjointe dans l'aigu. Ce sont, écrit le compositeur milanais Giacomo Manzoni, des interventions calculées qui bouleversent toutes nos certitudes quant aux résultats acoustico-timbriques dignes d'intérêt et qui montrent de nouvelles possibilités, des sonorités non pas déformées, mais aptes à rendre plus visible la structure physique du son. Le son y est organisé et il ignore le développement, ou plutôt l'incantation lui en tient lieu, de sorte qu'il atteint une dimension cosmologique. Les événements sont répétés sous des formes diverses, superposant les sons à plusieurs vitesses, avec déphasage entre les masses, substitution d'octaves ou transformation rythmique et timbrique, à l'occasion dictée par des percussions à hauteur non déterminée, donnant à écouter donc un même spectre sous des lumières continuellement renouvelées. On se souviendra ainsi de l'introduction exceptionnellement longue d'Intégrale en 1924-1925 qui conjugue ce que je viens de dire, l'incantation, exposée d'abord à la clarinette en mi bémol, un accord avec des intervalles serrés dans le grave et qui atteint bientôt le total chromatique, et des percussions animant le spectre. Une réduction du matériau que radicaliseront d'autres compositeurs du son jusqu'à se limiter à une seule note et à son aura micro-intervallique. Le son, incluant le bruit, la consonne et la percussion, ne sont donc pas sans incidence sur l'édification de la forme, dans les modèles hérités du XIXe siècle, y compris la variation développante de Schoenberg, se trouve sinon ruinée, du moins sévèrement compromis. Prenons un autre exemple plus récent. Dans la Consolation 2, 1968, pour chœur à 16 voix, Helmut Larenmann extrait dans les premières mesures et dans le désordre 5 mots seulement de l'ancienne prière à Fessobrunn. Berg, Himmel, Erde, Nicht et Baum. Berg s'ouvre sur un R avant un B, précédé d'un M comme occlusive nasale bilabiale première. Himmel présente He avant Hi, agglutine un H avec un He nasal en He, précisément, avant le Hi que brouillent plusieurs Ch. Erde, réduit à R et de, introduit une aspiration à peine étrangère au mot. Nicht est ensuite dépossédé du son I, avant une densité de voyelles sur Baum, Mba, Mbam, Mboa, O, A, ou M. Bref, un usage rendant égaux l'usage de la consonne et celui de la voyelle.
puis Larenman applique au phonème les techniques de la composition polyphonique, lesquelles rendent le texte inintelligible. Le sérialisme est passé par là pour qui le son est la résultante des ordres qui le traversent. La série des hauteurs, la série des rythmes, la série des intensités, la série des timbres ou des types d'accentuation. Des ordres d'abord d'ordre 12, dont le principe unique garantissait bien illusoirement l'unité de l'œuvre, avant que Stockhausen et Boulez ne prennent acte de la diversité des composantes du son, des 4 dimensions du son, ne tiennent la série pour un germe de hiérarchisation, dixit le second, et ne reconsidèrent la pensée sérielle à l'aune de la mélodie et de la formule pour le premier, des enjeux thématiques pour le second. Or, selon Larenman, élève de Nono à Venise, l'avant-garde sérielle, ou du moins la seconde génération de celle-ci, serait par essence maniériste, décorative, car recluse dans l'exploration abstraite du son et le raffinement de techniques d'écriture, confortant l'appareil philharmonique vocal et vocal sous la dissonance, confinant ces matériaux dans leurs propriétés immanentes, leur rendant une virginité indifférente à l'histoire, reconduisant des stéréotypes expressifs, régressant de la sorte, y compris dans la négation de la tonalité, vers des modes de communication rebattus et évidés, s'adaptant aux valeurs qu'elle avait d'abord combattues, y adhérant et les refaisant siennes. Tempérament égal, mode de jeu traditionnel, dynamique éculée, crescendo sforzando par exemple, ou développement linéaire, autant de clichés régis par la pensée tonale, quand bien même sans le devenir thématico-harmonique de la tonalité. Composer le son, ce sera refuser. Un refus non de la tradition, prenons-y garde, mais de l'habitude, de la norme, de la convention, des conditions héritées, figées, réifiées de la beauté, de la vigueur des sédimentations qui y sont déposées et qu'il conviendra de transgresser, de surmonter, de relever, ou au double sens de aufheben. C'est pourquoi le refus de l'habitude n'est pas étranger à la tradition, dont l'horizon esthétique dynamique dans la tradition occidentale s'est continuellement transformé. Il en est une dimension même constitutive. Mais chez les Larenmanini, ces disciples dont le bruitisme résonne aujourd'hui communément dans nos salles de concert, que devient le refus quand la critique de la norme est devenue une norme? Le refus larenmanien relève d'une négativité et impose de retirer ce qu'il voile l'écoute du son, ou du moins d'en déconstruire les éléments, puis en les réordonnant, d'établir des relations qui les éclairent autrement. Je cite Helmut Larenman, « Composer ne signifie pas se servir avec une confiance naïve des moyens expressifs qui fonctionnent déjà dans la société, ni s'échapper dans l'univers vers des sons inouïs. Cela veut dire rechercher les moments d'une perception modifiée, libérée, et continuer à faire de la musique dans cet esprit sur cette île de Robinson Crusoe qu'est devenue notre civilisation, à la communication dévastée, diserte, mais sans langage propre. Une catharsis de l'écoute, on pourrait dire, où rien ne va de soi, et qui met en péril sans compromis et au risque de l'isolement la tonalité, ce dispositif esthétique légué par la tradition, non seulement comme un système thématico-harmonique, mais aussi comme ce qui, à travers les autres dimensions du son et de la composition, rythme et durée, intensité, phrasé, mode de jeu, orchestration, tempérament, notation, etc., sert à magnifier ce système, et jusqu'à ces modes de communication et la subjectivité romantique qui leur donne voix. Par le bruit naît un réalisme sonore, les modes de jeu traditionnels formant exception, car le son d'un violon ne renseigne pas sur sa valeur tonale, de consonance ou de dissonance, mais il indique ce qui a lieu concrètement, comment les crins, la baguette, la mèche ou la bague de l'archet sont appuyés et avec quelle pression et où. Les cordes, la touche, la volute, le chevalet, le cordier, les chevilles, la table d'harmonie. La main gauche de l'interprète, sa main droite, ses doigts et jusqu'à l'ongle, contribuant parfois au timbre bruité. On y ajoutera d'autres prothèses, plectres, pales de ping-pong, pièces de monnaie, tic-tac d'horloge, blocs de polystyrène, etc., témoignant d'une inventivité enfantine où le son réinventé soutient un naïf besoin d'émerveillement, un jeu d'enfant, comme si la musique faisait écho à une expérience antérieure à l'acquisition du langage. Ne distinguant pas plus que Varèse entre son et bruit, et retrouvant dans les symphonies de Mahler quelque chose de consciemment non artistique au nom même de l'art, dit Larenman, l'œuvre éminemment critique sonde l'histoire du matériau. Pourtant, à l'inverse de Varèse, saisir ce matériau en tant que structure inclut des réalités en nous et autour de nous. Aucun matériau ne se laisse décrire comme un phénomène purement physique, une simple excitation physiologique de la perception et des lois acoustiques.
La conscience y reconnaît des structures sonores, mais aussi historiques, sociales et politiques. Et la perception créatrice y tient moins d'un son structuré que d'une structure sonore, perçue à la fois verticalement, comme cette excitation acoustique, et horizontalement, dans son exploration de multiples strates, tonales, typologiques, structurelles, existentielles notamment. Car au cours des siècles, la consonance est avérée autant musicale que mathématique, religieuse, expérimentale, et même depuis l'émancipation de la dissonance idéologique. Rapport numérique pendant l'Antiquité, symbole trinitaire jusqu'aux Lumières, mécanique acoustique après la révolution newtonienne, psychoacoustique au siècle dernier. La Runman ne tirera la conséquence formelle de sa composition du son que dans sa musique récente, laquelle se fait principalement état météorologique, paysage, tableau, d'un seul tenant, continue avec ses stases, ses diastoles, ses suspensions et ses amenuissements. Le soi comme lieu s'y rétracte ou s'y défracte par des décentrements. Je cite encore la Runman, musique non comme texte, non comme déroulement discursif, nullement comme drame sonore, mais une sorte de spectacle nature, artificiel, résultant d'une spéculation complexe et transcendantale comme pure présence. Fin de citation. Et voilà que la nature pointe à nouveau le bout de son nez, comme si composer le son, c'était encore et toujours créer une sorte de paraphysis. Or, dans le même temps, au cours des années 1980-2000, et plus récemment encore, la musique spectrale critiquait le sérialisme, coupable d'avoir confondu la carte et le territoire. Quand Gérard Griset, notamment, lecteur de Bateson, s'appliquait à les distinguer, soucieux d'en finir avec l'écheveau sériel pour rendre la complexité audible, en liant harmonie et timbre, et en élargissant le domaine musical à l'ensemble du champ sonore, cet art s'éloigne de la perception analytique de la combinatoire sérielle, dénouant les paramètres, et promeut un son global, une perception synthétique, voire une conciliation. Et l'on perçoit confusément dans la double critique de la hiérarchie ou de la colonisation tonale et de l'égalitarisme ou du nivellement sériel une métaphore politique que Griset lui-même a rendue explicite. Sa musique, on le sait, Griset la considérait comme différentielle, en tant qu'elle articule et organise des différences, comme liminale, en tant qu'elle joue sur des seuils, des ambiguïtés, et comme transitoire, en tant qu'elle est un incessant devenir sonore. Griset récusait donc, dans une lettre à Hugues Dufour, l'expression française qui a fait Florès, de musique spectrale. Il ne l'utilisera que tardivement, affublé d'un point d'interrogation et au passé, cette musique ayant été une aventure et surtout pas un système clos a priori. Tout au plus une attitude, dit-il. Ce qui prime dans le spectralisme, c'est l'entrée dans le son, l'oscillation entre macro et microphonie induite par les révolutions techniques et technologiques de la fin du XXe siècle. Griset souligne ce que cette entrée représente de terreur, de voyeurisme, de vivisection, mais aussi de chamanisme et de cette magie seule capable d'évoquer une voix perdue, dit-il. Une magie qui n'était pas étrangère à Varèse déjà. Outre le spectre d'harmonique se dessinent des périodicités rythmiques dont le phénomène simple permet le repos nécessaire et quelquefois une redondance utile à la compréhension. Griset en déduit des implications métaphysiques, car le processus a-humain, dit-il, cosmique, provoque la fascination du sacré et de l'inconnu, c'est son expression. Et il paraît éloquent qu'à l'exception de Dufour revendiquant son athéisme, les premiers spectraux se situent si près du monothéisme. Je dirais non sans provocation une religion du son et de son un, valeur suprême à laquelle sacrifier la composition. Mais on évoquera plus scientifiquement un néo-bergsonisme de Griset, lecteur de Deleuze et de Prigogine, dans son attachement au devenir, à la durée, à la continuité, à la dynamique, à l'énergie, au faisceau de force orientée dans le temps, je le cite, à l'épaisseur du présent, je le cite encore, sinon à une hypnose de la lenteur. Ratifiant l'émancipation du timbre, l'ordinateur avait induit des microscopies acoustiques, hybrides et ambiguës. Les enjeux de la perception à travers la psychoacoustique, la physiologie sensorielle et la psychologie cognitive dénotent le passage du structuralisme à un physicalisme musical, où les procédures compositionnelles, plutôt que d'induire la perception, seront de plus en plus déduites de phénomènes perceptifs. Une thèse dont se revendique aussi Salvatore Sciarrino. La musicologie a souvent insisté sur le modèle physique du spectralisme, mais ce que les écrits de Griset attestent aussi, c'est l'idée de natura. Cette musica naturata ou musica naturans, le modèle biologique, dans cette musique-là, donc, le modèle biologique est tout aussi déterminant. Bien plus, c'est la nature perceptive de notre être biologique que l'art de Griset intègre.
Je le cite, « Nous percevons le temps d'une œuvre musicale à partir d'un autre temps qui est le rythme même de notre vie et de notre corps, saturé de rythmes physiologiques. » Émerge ainsi une phénoménologie de la perception et une chronobiologie, une image compositionnelle du bios. Peut-on en déduire un homo natura ou un homo vita, concédant à la corporalité une compétence de juge dans ce que l'homme écoute? La théorie chez Griset fait usage d'un vocabulaire pour le moins corporel, chair du temps, peau du temps, incitant au toucher. Au cœur de ce jardin des délices, je pourrais dire, le plaisir, la délectation, aurait dit Poussin, je cite Griset, naît d'une adéquation totale entre le corps percevant et l'esprit concevant. On pourrait y lire la voie continue, suivant le Merleau-Ponty du visible et l'invisible, d'une phénoménologie de l'incarnation à une ontologie de la chair. Mais abordons maintenant la parenthèse du titre de cette communication, donner forme au son. Quelles conséquences la composition du son, au-delà du discours structuraliste sur la musique et d'une recherche encore dominée par une conception purement formaliste de la pensée abstraite, a-t-elle sur la forme musicale? Premier point, le plus souvent, à l'exception de l'œuvre de Larenman qui le censure, une indifférence au processus historique et un intérêt pour le son en soi, car le son n'a pas d'histoire, mais seulement une durée. Il serait stupide d'écrire, par exemple, une histoire du La, du diapason, au violon, dans la nuance forte, à travers les siècles. Par l'acoustique et par la physique, Varèse, détruisant la causalité harmonique et ouvrant une autre écoute, était dans le son, comme Mondrian a été dans sa toile, quoi qu'en disent ses textes théoriques. Et il en est de même chez les spectraux, avec en outre, je l'ai dit, la biologie. Et ce son n'est pas dans le temps, ni ne disserte sur la nature du temps, mais est en soi temps qu'il projette, selon le verbe du compositeur américain new-yorkais Morton Feldman, où résonne le dripping de Jackson Pollock. La prégnance du son affecte la forme. Ni les modèles formels a priori, ni les structures multiples, déduites des cellules comme chez Claude Debussy ou de la série comme chez Pierre Boulez, mais des sections qui se succèdent, s'additionnent ou se soustraient, plutôt que d'entretenir des relations entre elles. Chez Varèse notamment, qui serait à l'origine d'une majesté quasi immobile, dit Feldman, comme un soleil qui s'immobiliserait à l'ordre d'un Josué moderne. Il en résulte une stase primordiale. Chez Varèse, comme chez le dernier Nono, en phase avec nos sociétés industrialisées anomiques, et mentionnons-le sans nous y étendre, une spatialisation de la musique, espace concret et espace symbolique, qui exigerait d'amples développements. Partant, ce n'est pas l'œuvre qui délivre une forme que l'auditeur devra sagement appréhender, mais la forme et son rythme se constituent à même l'écoute, son chemin, elles sont en forme, priant la perception et en deçà le sentiment de la forme, d'associer par l'oublieuse mémoire les événements musicaux. Wege nicht Werke, comme dit la langue allemande. Deuxième point, loin de l'antécédent et du conséquent, de la construction classique du discours, loin de la variation beethovenienne et brahmsienne, loin aussi de la variation développante de Schoenberg, les musiques du son impliquent des déplacements ténus, discrets, des répétitions, participant d'une esthétique de la variante selon le monde d'Adorno, une ressemblance de répétition, ce qui sonne comme de la répétition. Non la voix de Beethoven, scindant son thème en entité, mais celle de Schubert. En effet, dans ses sonates, ses quatuors et ses symphonies, Beethoven, contemporain de Hegel, inventa une nouvelle acception du terme, du rythme, de l'accentuation, de l'orchestration, mais aussi du développement, à la fois plus simple dans son matériau et plus complexe dans ses structures. Cette écriture dialectique culmine dans les principes mêmes de la variation. Si la variation beethovenienne consiste en une idée, un motif ou un thème qui reste pour une part identique à lui-même et qui dans le même temps est transformé par un acte de volonté, par une décision, et qu'il nous suffise d'évoquer les variations Diabelli, dont la première rend déjà avec le rythme du thème badin, c'est cette chaîne causale, cette logique que les musiques du son n'ont eu de cesse de rejeter. Schubert restait déjà résolument à l'écart d'une telle dialectique. Ses développements renoncent à décomposer les thèmes en entités mélodiques, rythmiques ou harmoniques qui confèrent au mouvement, par leur division, une force de propulsion. La variante n'attaque pas le substrat thématique. Schubert l'enveloppant plutôt, tournant autour de lui. Ces thèmes, ces ébauches de thèmes, ces laconiques figures interchangeables ne connaissent aucune histoire, mais des changements de perspective, ce qui explique la reprise d'un même thème dans une même œuvre, mais aussi dans d'autres œuvres. La forme sonate est vidée de sa substance, la tension entre le premier thème et le second thème est ruinée, et le développement de ces thèmes n'obéit plus aux lois et aux normes de la variation. Les thèmes sont repris, réitérés, rebattus, comme si un regard se portait en arrière, engendre une écoute où notre mémoire tient un rôle essentiel et où rien
n'est jamais entièrement dit au passé. Adorno écrit « Les formes chez Schubert sont celles d'une invocation de ce qui est apparu une fois et non d'une transformation de ce qui a été inventé. » Aux ordres tonaux du développement, au cycle des quintes, succède la modulation, thème en majeur-mineur, en harmonie, relation de tierces entre les groupes thématiques. Schubert pérennise certes le thème classique en tant que thème, mais par le pot pourri qui enchaîne les thèmes sans s'obliger à les varier. Alors, comme l'écrit Morton Feldman, dans le dernier Schubert, par exemple, la transition d'une idée musicale à une autre n'est pas seulement apparente, mais même trop apparente. Comme un mauvais joueur de poker, Schubert montre toujours son jeu, mais cette véritable déficience, ce défaut, est aussi sa vertu. La modulation conduit vers un ailleurs, lequel ne recèle pas davantage de développement que les sections antérieures, mais elle advient comme un voilement ou un dévoilement. Schubert module l'énoncé d'un thème en majeur, conservant la mémoire du mineur et inversement. Eh bien, les musiques du son modulent aussi, non tonalement, bien sûr, mais en un sens de lumière. Et je n'ai cessé, dans cette communication, d'utiliser ce verbe « éclairer ». Qu'est-ce alors qu'un compositeur ? Je voudrais reprendre ici une autre boutade de Morton Feldman. Vous connaissez les termites ? Ces insectes qui mangent le bois, c'est très intéressant. Qui mâche le bois ? La termite n'a pas d'appareil pour le mâcher, mais à l'intérieur, des millions de microbes le mâchent. Il y a une analogie avec la composition, quelque chose d'autre fait le travail. Composer le son, c'est participer d'une critique moderne, contemporaine, de la subjectivité créatrice, d'une crise du sujet tel qu'il est entendu depuis des siècles comme conscience solipsiste et absolument libre. Si le sujet se constitue, ce n'est pas sur le fond d'une identité psychologique qui viendrait animer de l'extérieur l'inertie des règles et des codes, et qui déposerait dans le discours la trace indélébile de sa liberté. Ce n'est pas davantage à travers le développement de structures qui ne ferait que déplacer le moment de la décision libre avant l'automatisme, mais c'est à travers une écoute. Contre une vérité du matériau, telle qu'elle s'exprime non pas chez Webern, mais chez ses continuateurs, en tant que ce matériau y est objectal, comme en dehors du musical, Varèse désignait la traversée de l'expérience, brisant le diktat des structures et l'omniscience des systèmes ou des méthodes qui choisissent au nom même des sons, quand ceux-ci ont en soi la possibilité d'indiquer leurs propres proportions. Dans les conservatoires, le musicien acquiert un métier transformant le son en une note, et la perception en un savoir antérieur de connaissance. La leçon de John Cage est peut-être encore valide à la condition de ne la concevoir ni métaphysiquement ni naturellement. Ce qui empêche les sons d'être ce qu'ils sont, c'est le souci que nous avons de les relier. Ce sont nos constructions, qu'elles soient d'affect ou d'intellect. Fugue, harmonie, contrepoint et leurs déclinaisons contemporaines sont autant de systèmes de contrôle s'interposant entre eux et nous. Dernier point, et ce sera ma conclusion, bien plus, il ne s'agit pas d'écouter autre chose, mais d'écouter autrement, de pénétrer lentement à l'intérieur des phénomènes sonores, une lenteur inhérente à ces musiques du son, de Varèse à Feldman, de Griset à Sciarrino. C'est pourquoi on pourrait dire qu'elle passe de la forme à l'échelle. Et de suggérer que ce qui semble appartenir a priori au langage musical, l'écoute, est à redécouvrir par ce que Husserl aurait appelé une époquée. Comme la conscience intentionnelle est orientée vers un objet, il convient de mettre entre parenthèses ou de suspendre les observations sur l'existence ou non de cet objet. L'auditeur alors en saisit mieux l'essence dans une intuition eidétique. Le contenu de l'activité de connaissance, en tant que donation de sens et constitution du dit objet, est isolé, et à l'issue de la mise en suspens, l'écoute est donnée absolument. Par cette écoute comme phénomène pur, immanent et réduit, l'auditeur atteint sinon la contemplation, du moins une concentration sur l'écoute en tant que telle. L'œuvre, hésitante, fragile, friable, mise en péril, par-delà même sa lenteur intrinsèque et ses creusements dans le son, menace de s'arrêter, dérive vers un point où un mouvement circulaire et obstiné la saisit, où rien ne paraît indiquer une nécessité d'aller plus loin. Une via negativa où chaque son, dans un rapport permanent d'interruption réciproque, est investi de la responsabilité d'introduire au néant. Non plus savoir si le son existe ou non, ni savoir si l'écoute du son a effectivement lieu à travers lui. Composer le son, c'est ainsi paradoxalement et dans le même temps composer son absentement, qui permet à l'œuvre de faire écouter non les sons, non leurs ordres, mais ce qu'est écouter. Même le silence,
même selon Luigi Nono, ce qui ne se peut écouter. Une telle écoute serait la leçon de la pensée hébraïque. L'écoute suppose un rapport particulier à autrui et inscrit l'altérité radicale au cœur de l'existence, où le dialogue n'est pas qu'une modalité dans laquelle s'accomplit le son ou le silence, lesquels ne sont essentiellement qu'à titre de lien. Sans écoute, il n'est pas de présence à l'autre. Je vous remercie.